Lequel de ces deux brûleurs de graisse fonctionne vraiment? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Réponse, aucun des deux. Dans le cas de la carnitine, il n'y a aucune preuve solide actuelle qui prouve que c'est un effet brûleur de graisse. Et dans le cas de CLA, il y a des preuves qui montrent que oui, des preuves qui montrent que non, et même des preuves qui montrent que ça a des effets négatifs sur votre santé. Donc dans les deux cas, ce n'est pas prouvé par la science, ce n'est pas validé par la science, et je ne vous conseille pas d'en prendre. Salut la team, aujourd'hui dans cette vidéo, j'essaie de résumer l'ensemble des connaissances scientifiques actuelles sur la perte de poids et surtout la perte de graisse. On va aborder plusieurs sujets comme perdre du ventre, qui est le sujet tant recherché sur internet, et comment faire pour mettre en place une perte de masse grasse durable dans le temps et en fonction de vos objectifs. C'est parti. D'un point de vue physiologique, la perte de poids est simple. C'est dû à un déficit en énergie. C'est-à-dire que vous allez ingérer moins de calories que ce que vous consommez. Ça veut dire que vous allez manger moins de calories que ce que vous allez dépenser au cours de votre journée et de votre semaine. Ce déficit calorique, comme l'homme, ne se compte pas sur un jour, mais sur une semaine. Ça veut dire que si vous mangez en déficit du lundi au vendredi et que le week-end vous mangez beaucoup plus, cela peut annuler le déficit et donc annuler cette perte de poids. Sauf qu'aujourd'hui c'est pas aussi simple parce qu'on va surtout parler de la perte de masse grasse. Donc la perte de masse grasse, c'est pas simplement une perte de poids. On ne cherche pas à perdre du muscle, on cherche à perdre de la masse grasse tout en gardant un maximum de sa masse musculaire. En plus du déficit dont je viens de parler, on va appliquer à nos muscles un stimulus d'hypertrophie. Le but ici n'est pas de prendre du muscle, mais de garder nos muscles. D'accord ? Quand on est en prise de masse, on a un stimulus hypertrophique pour prendre du muscle, et quand on est en sèche, on a un stimulus hypertrophique tout simplement pour garder un maximum son muscle. Faut pas les perdre, entre guillemets, on va simplement les utiliser. De plus, plus un muscle est développé, plus la masse grasse autour de celui-ci est étalée à sa surface. Et donc, plus on a cet aspect d'être sec. C'est pour ça qu'une personne musclée paraîtra toujours plus sec qu'une personne non musclée au même taux de masse grasse. Simplement parce que la graisse est étalée sur une plus grande surface. Ensuite, il faudra adapter correctement ce déficit. C'est-à-dire ne pas perdre trop vite, sinon là aussi, on risque de perdre du muscle. La règle, souvent, c'est entre 2 et 5% de votre poids actuel perdu par semaine. Par exemple, si je fais 70 kg, ça équivaut par semaine à une perte d'environ 1,5 kg. Si vous êtes une personne qui a un taux de masse grasse plus élevé, par exemple que vous faites, je dis au hasard, 120 kg pour 1m80 et essentiellement de gras, alors on peut aller un petit peu plus haut, 5-6% de poids perdu, idéalement de masse grasse, par semaine. Il faudra aussi nourrir entre guillemets nos muscles et pour ça, on va devoir augmenter notre apport en protéines. Quand nous sommes en prise de masse ou quand on prend du poids, nous n'avons pas besoin de prendre tant de protéines que ça et la règle est souvent 1,6 g de protéines par poids de corps. Car nous ne sommes pas en déficit, on a suffisamment d'énergie pour construire du muscle. Quand à l'inverse on est en déficit calorique, on va manquer d'énergie. Donc pour pallier à ça, on va augmenter notre taux de protéines. On sera au minimum à 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc si je reprends l'exemple et que je fais 70 kg, je vais viser pour avoir au moins 140 g de protéines par jour. Ça me permettra de garder plus facilement ma masse musculaire pendant ma sèche. À nouveau, si vous êtes une personne qui est très grasse, je reprends l'exemple de 120 kg pour 1m80, taux de masse grasse, j'ai au hasard 30-35%. Pas la peine de faire 120 x 2 pour avoir 240 g de protéines par jour, ça sera simplement trop car notre taux de protéines dépend avant tout de notre masse musculaire. Pour ça, une bonne façon du coup d'estimer, ça va prendre votre taille. Si vous faites 1m80, prenez 180 g de protéines par jour. C'est un peu plus aléatoire, mais d'un point de vue général, ça coïncide bien avec la plupart des gens qui ont un taux de masse grasse élevé. Voilà pour les bases sur la perte de masse grasse. Maintenant, on va répondre à cette fameuse question qui est comment je fais pour perdre le gras de mon ventre. Déjà, est-ce qu'on peut vraiment cibler la perte de gras autour du ventre, donc dans une zone spécifique du corps? Et une étude a montré qu'en faisant des exercices d'abdos, donc comme des sit-ups ou des crunchs, on augmentait l'afflux sanguin autour de cette zone et donc que la lipolyse aussi, elle, augmentait. La lipolyse permet entre autres de perdre du gras, donc la question se pose et l'étude était vraiment intéressante. Hélas, bien que la lipolyse aide à perdre du gras, ce n'est qu'une étape parmi cette perte de masse grasse. Et à elle seule, elle ne suffit pas à perdre du gras dans une zone. Donc pour le moment, de ce côté-là, ça ne marche pas. Une autre étude a prouvé qu'en jouant sur le cardio en haut du corps, bas du corps et muscu haut du corps, bas du corps, on pouvait plus ou moins cibler une perte de masse grasse sur le haut du corps
ou sur le bas du corps. Et bien que les résultats sont prometteurs et que les résultats d'ailleurs sont satisfaisants, les sujets ont réussi à perdre plus ou moins dans le haut du corps ou plus ou moins dans le bas du corps, mais hélas, quand on regarde la valeur des preuves, bien que les résultats sont prometteurs, ils sont hélas peu fiables. Et en plus, ça n'a pas été reproduit depuis. Donc de ce côté-là, même si c'est une piste, et que de toute façon c'était le haut du corps en général ou le bas du corps en général, ce n'est pas suffisant pour dire qu'on peut faire une perte de masse grasse de façon locale. Et pour le ventre spécifiquement, une étude a essayé de faire deux groupes, un groupe qui fait énormément d'abdos dans son entraînement et un groupe qui ne fait pas d'abdos. Et à la fin, on compare, au bout de 10 semaines, si le groupe qui faisait des abdos a perdu plus de masse grasse que le groupe qui n'en faisait pas. Bon là, sans surprise, bien entendu, il n'y avait absolument aucune différence entre les deux groupes. Bon alors, comment on peut faire ? La première stratégie déjà, c'est d'entraîner vos abdos à la salle de muscu. On se rappelle, plus un muscle sera épais, plus la couche de graisse sera répartie sur une grande surface et plus ils apparaîtront et donc plus vous paraîtrez sec. Ensuite, il y a une grosse part de facteurs génétiques. Certaines personnes vont stocker plus dans cette zone et auront plus de mal à perdre dans cette zone et parfois ce sera même la dernière zone qui va partir. Et donc pour ces personnes, il faudra tout simplement pousser la perte de masse grasse, donc la sèche, un peu plus loin que d'autres personnes. Donc ce sera plus dur. Est-ce que du moment que je suis en déficit calorique, je perds du poids, peu importe ce que je mange ? Eh bien oui. Si vous mangez McDo et que vous êtes toujours en déficit calorique, alors vous allez perdre du poids. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Là non. Les produits ultra transformés, que ce soit McDo ou autres, sont des produits plutôt pauvres en nutriments et d'ailleurs en à peu près tout. Les aliments ultra transformés ont un TEF beaucoup plus bas. C'est-à-dire que l'énergie dépensée pour les digérer, absorber et métaboliser est beaucoup plus basse. Donc en gros, pour les digérer, on va dépenser moins de calories. Donc de ce point de vue-là, déjà, c'est moins bien. Et surtout, sur le long terme, pour votre santé, bien entendu, c'est absolument pas recommandé de manger énormément d'aliments ultra transformés. Mais à nouveau, théoriquement, on en revient à calories ingérées, calories consommées. Donc c'est tout à fait possible, mais c'est absolument pas recommandé. Alors si dans votre alimentation, vous avez déjà des aliments ultra transformés, je vous dis pas de les enlever, d'accord ? Si d'un coup vous enlevez tous vos produits ultra transformés, qui vous font peut-être déjà plaisir, vous allez finir frustré et vous n'allez pas continuer votre sèche ou déficit calorique. On peut par contre commencer par les réduire. Une bonne règle sera 80-20. 80% d'aliments non transformés et 20% d'aliments transformés. Comme ça, vous pouvez continuer d'avoir vos aliments qui vous font plaisir tout en étant en déficit calorique. Bien entendu, ça dépend de vos objectifs. Si vous avez vraiment des objectifs de compétition, je vous conseille d'enlever la plupart des aliments ultra transformés. Dernier point en plus, les aliments ultra transformés souvent sont plus caloriques et ont un taux de satiété moins grand. Ça veut dire que pour une part égale, un aliment ultra transformé coupera moins la faim qu'un aliment non transformé. Donc de ce point de vue-là aussi, c'est un petit peu moins bien. Maintenant, à quel point voulez-vous être sec ? Être sec pour une compétition n'est pas la même chose que vouloir être sec pour l'été à la plage. Ce qu'on appelle souvent être beach ready en anglais. Être beach ready, c'est par exemple avoir juste les abdos apparents, les pecs et biceps tracés et paraître bien à la plage. Mais on a toujours une légère couche de graisse sur son corps, autour de son ventre, etc. Alors qu'être sec pour une compétition, on appelle ça même être écorché. On n'a vraiment plus beaucoup de masse grasse, on peut prendre que la peau entre les abdos, etc., etc. La seule différence entre les deux, ça va être la longueur de la diète et surtout la rigueur. Quand je vais vous parler de la règle 80-20 pour les produits ultra transformés, pour une compétition, on oublie cette règle. C'est 100% des produits non transformés. Et ça va être aussi la longueur de votre sèche. Pour une personne qui va être prête pour une compétition, on va pousser la sèche beaucoup plus longtemps et dans des cas beaucoup plus extrêmes. Rappelez-vous que être sec pour une compétition, c'est être sec pour un jour. Un jour, ce jour, c'est la compétition. Ce n'est pas tenable. Alors qu'être beach ready, entre guillemets, c'est tenable sur presque toute l'année. Là aussi, il y aura une différence en fonction de votre génétique et une différence aussi si vous prenez des produits dopants ou non. Mais là, je parlais pour des personnes qui n'étaient pas sous produits, bien entendu. Quelle est la meilleure diète pour perdre du poids ? Mais en fait, il n'y a pas de meilleure diète. Que toutes les diètes ont le même principe de base, c'est être à nouveau en déficit calorique. Certaines diètes vont l'atteindre en réduisant, voire coupant les glucides. Certaines diètes vont l'obtenir en ayant une restriction de fenêtre de temps sur la journée pour manger. C'est-à-dire que je ne peux pas manger toute la journée quand je veux, je peux manger que de 16h à 20h par exemple. D'accord ? On appelle ça le jeûne intermittent. Mais la finalité de toutes les diètes, c'est d'être en déficit calorique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleure diète. Il y a celle qui vous convient et celle à laquelle vous pouvez le mieux adhérer. Pour certains, ce sera de manger moins de glucides.
d'autres ce sera d'être en jeûne intermittent, d'autres ce sera le régime méditerranéen, etc. etc. D'accord, là vraiment trouver la diète qui vous convient, il n'y en a pas des meilleurs, il n'y en a pas des moins bien, enfin si, il y a quand même une qui est moins bien. Si jamais on vous propose de faire une diète en réduisant le gras que vous ingérez, je vous conseille d'éviter parce qu'il y a quand même une forte corrélation entre le taux de testostérone chez les hommes et la graisse que vous ingérez. Donc c'est-à-dire qu'il faut rester sur du gras, entre 10 et 20% de vos apports caloriques, ça doit être du bon gras, comme on dit, pour garder un taux de testostérone à la normale. Donc à part ça, d'accord, c'était une petite parenthèse, la plupart des diètes se valent et prenez celle qui vous fait entre guillemets le plus plaisir et à laquelle vous pouvez le mieux adhérer. Alors pour obtenir notre déficit, il y a les diètes et aussi tout simplement de compter ses calories. Compter ses calories, c'est-à-dire qu'on va faire un calcul déjà de base pour estimer combien de calories votre corps dépense. Et après, on va compter ce qu'on mange, donc on va peser à chaque fois ce qu'on mange, et on va faire en sorte d'avoir moins de calories ingérées que consommées. Alors, compter ses calories, c'est très efficace, et ça marche très bien pour les gens qui ont des objectifs de compétition, mais, il y a un grand mais, si vous avez un passif compliqué avec la nourriture, d'accord, je pense souvent à des personnes qui ont été dans la gym à haut niveau dans leur enfance, notamment des filles, ou dans d'autres sports où on faisait très très gaffe au poids et où la pédagogie face au poids n'est pas forcément la meilleure à cette époque-là. Je pense que compter les calories, c'est pas la meilleure chose, car les études ont montré que pour ces personnes-là, avec un passif entre guillemets néfaste avec la nourriture, compter ses calories pouvait mener à des troubles du comportement alimentaire. Donc là, niveau santé et long terme, on n'est pas bon du tout. Alors rassurez-vous, il existe d'autres stratégies. Par exemple, des trucs plus simple, ça va être juste de réduire les glucides. Sans compter, au lieu de prendre 3 cuillères de riz, on en prend 2. Alors ça, c'est vraiment basique et c'est absolument pas bon pour des gens qui veulent faire des compétitions. Mais pour entamer une perte de poids, pourquoi pas. Ça peut être aussi enlever les glucides le midi et en manger plus le soir, d'accord ? On partira du principe que vous êtes incapable de manger 2 parts de glucides le soir et que du coup, sur la journée, vous allez en manger moins. D'accord ? C'est aussi une façon de faire. Donc c'est une façon pour commencer un déficit. Sur le long terme, il faudra aller sur des méthodes un petit peu plus avancées, bien entendu. Notre façon de faire, sans compter, ça va être de se peser régulièrement. Alors là non plus, c'est pas une bonne façon de faire pour des personnes qui ont un passif avec la nourriture un peu compliqué, mais pour certaines personnes, ça marche plutôt bien. Alors il faut quand même garder en tête que au jour le jour, le poids sur la balance va varier de plus ou moins 1 ou 2 kilos, ça dépendra des personnes. Mais si au bout d'un mois, vous voyez que votre poids en moyenne n'a pas bougé, c'est une bonne preuve que vous n'êtes pas en déficit calorique et donc vous pouvez adapter et commencer à moins manger ou plus vous dépenser par exemple. S'entraîner en musculation et à la fin du coup faire un peu de cardio modéré peut aider à réduire la sensation de faim après votre entraînement et donc de manger moins derrière. C'est aussi une option, c'est pas une option qui est très magique, mais gardez ça en tête. Une dernière option qui est peut-être la plus efficace, c'est d'être suivi par un professionnel comme un diététicien, une diététicienne ou un nutritionniste. D'accord, car rendre des comptes, pour la plupart des gens, motive. D'accord, même si être en bonne santé, avoir un physique qui nous plaît et une sorte de motivation, rendre des comptes à des personnes et payer une personne peut être un facteur de motivation supplémentaire et du coup vous aidera à atteindre votre objectif. Si vous voulez commencer à compter vos calories, il y a pas mal d'applications qui existent et je vous en mets quelques-unes dans la description. Ça vous permettra de commencer sans trop vous prendre la tête. Alors bien entendu, c'est pas fiable à 100%, mais du moment que vous utilisez la même tout le temps, vous aurez toujours les mêmes valeurs de base et de faim et du coup, vous pourrez au final estimer correctement ce que vous mangez et ce que vous consommez. Donc sur le long terme, ça vous aidera à perdre du poids. Si compter vos calories vous stresse trop, il y a d'autres façons de faire. Exemple, mangez vos repas lentement, sans discuter et sans distraction. Donc par exemple, sans télé, sans série, etc. Manger plus lentement et sans être distrait va réguler votre appétit et vous aurez cette sensation d'être plein beaucoup plus tôt. Sur la sensation de satiété, il y a aussi une autre option, c'est tout simplement de viser d'être à chaque fois à 5 sur 10 en satiété. Si 1, c'est mourir de faim et 10, c'est être complètement plein, à chaque fois que vous mangez, quand vous arrivez à peu près 5 sur 10, vous arrêtez. Je reconnais que c'est pas une méthode qui est très fiable, d'accord, et qui est pas la plus facile non plus à mettre en place, mais pourquoi pas commencer par ça au début, si à chaque fois, à chaque repas, vous étiez complètement plein, et ben hop, commencez à dire je dois finir en ayant toujours un petit peu faim. Marcher la journée peut aussi aider. Les études ont montré que marcher la journée, donc augmenter votre nombre de pas, vous pouvez traquer ça avec votre téléphone, aide à réguler l'appétit sur la journée et en plus ça entame un déficit calorique, donc c'est aussi une bonne façon de commencer à sécher. Une autre option aussi est de manger des aliments qui ont un taux de satiété plus élevé. Je pense notamment aux aliments qui sont riches en protéines, comme la viande, le soja, etc., qui vont vous aider
à perdre du poids, tout simplement car de manger ces aliments-là réduisent la sensation de faim et remplit entre guillemets plus vite. Donc voilà, ça c'est des bonnes pistes pour débuter. Et puis quand vous sentez d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez opter pour des méthodes un peu plus poussées et peut-être avoir recours à un professionnel ou compter vos calories ou autre chose, etc. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aiguillé sur des pistes pour commencer à sécher et perdre de la masse grasse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like, etc. Ça m'aide beaucoup et du coup je peux continuer à faire d'autres vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine la team.